pour une nouvelle conférence en ligne organisée par le Club Retail. Avant de commencer dans le vif du sujet, un petit peu d'autopromotion. Je vous rappelle que nous disposons d'une page LinkedIn sur laquelle vous pouvez vous abonner à nos notifications, partager des informations et suggérer des actions ou des événements. Ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est ceux qui souhaitent nous rejoindre en tant qu'animateur pour le Club Retail, par exemple. Il y a une conférence d'information qui aura lieu le 30 septembre et qui sera en ligne. 30 septembre à partir de 19h de tête. Sans plus attendre, donc, je vous présente Benoît, coach professionnel certifié et qui officie dans le domaine du retail et de la performance depuis ses 16 ans. Enfin, qui officie dans le domaine du retail depuis ses 16 ans. Donc, 3 grands pôles à ton actif, hein, Benoît, la formation management, à la vente et puis bien sûr la partie coaching d'équipe dirigeante. Tu as édité deux livres. Je vais les citer, Le Vendeur Connecté, avec un sous-titre qui est quand même assez intéressant, Retrouver le sourire de la boulangère à l'ère du commerce omnicanal, tout un programme. Le Retail Coaching, le deuxième ouvrage, tu as édité. Comment augmenter la motivation et l'efficacité commerciale en magasin. Vaste sujet. Vous avez plus de détails soit sur ton site, soit sur le site du Club Retail avec la page qui pointe sur les livres. Voilà, quelques références clients pour finir. Donc, tu as pu travailler avec Roche-Beaubois, Yves Rocher, Hermès, Lindt, Intermarché, McDonald's, Europcar, si je ne dis pas de bêtises. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet au cœur des interrogations des intervenants dans le monde du retail. Comment motiver les équipes en magasin dans un environnement en profonde transformation omnicanal. Je veux juste rappeler que chaque partie fera l'objet d'un temps de pause. Donc, on ménagera des temps d'échange avec les différents interlocuteurs. Et puis, vous avez deux outils pour poser vos questions. Un outil question Q&R et l'autre qui est plutôt orienté conversation. Mais on va gérer les deux fils sans aucun problème. On est parti pour environ une petite heure. Sans plus attendre, je te laisse la parole, Benoît. Merci. Merci beaucoup, Eric. Et merci pour ce que tu fais au niveau du club retail de Neoma. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, pour ma part. Okay. Donc, bonjour à tous. Très heureux de partager ce moment avec vous. Je viens avec plus de questions que de réponses, mais c'est un petit peu réfléchir ensemble entre professionnels de retail sur la motivation aujourd'hui, la motivation des équipes. 15% de la population active française travaille dans le retail et pourtant, aucun parent ne souhaite pour ses enfants qu'ils deviennent vendeurs en magasin. Et notamment à l'heure d'Amazon. Donc, comment faire finalement pour accompagner ces équipes vers leur meilleur niveau dans un contexte de profond changement. Et donc, nous allons avoir cet échange interactif, comme le disait Eric, où vous serez amené à tout moment, grâce au chat, grâce au menu questions-réponses, à poser vos questions. Je ne prétends pas avoir la vérité infuse sur ces éléments. On a juste effectivement 11 années d'expérience au niveau dans le monde entier, avec plus de 150 réseaux, sur la certification retail coaching, donc l'application du coaching professionnel au monde du retail. Okay, effectivement, j'ai une passion pour les boulangères, pour les boulangeries, et pour retrouver le sourire de la boulangère à l'ère du commerce omnicanal. Et alors moi, je suis breton, je viens de Vannes, je vis entre Vannes et Madrid. Et en tout cas, sur la place de Séné, la place de l'église de Séné, ma boulangère nous reçoit comme ça. Elle dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?»« Ah, une baguette, s'il vous plaît. »« Oui, et avec ceci ?» Et quand elle dit « et avec ceci », sa voix monte d'une octave. Et ma boulangère a un pouvoir énorme sur les gens. D'une part, parce qu'elle les rend heureux. D'autre part, parce que cette force, cette énergie est rentable. Et cette phrase « avec ceci », comme en plus, moi, j'adore les petits pains au chocolat, eh bien, son UPT, son indice de vente avec moi est absolument élevé. Et cela m'intéresse la notion, la relation entre l'attitude et la performance. Et je sais que c'est évident, mais comment se sent ce petit garçon, ce client qui sort d'un magasin? Comment se sent-il en tant que client? Quelle a été son expérience client? J'aimerais s'il vous plaît que sur le chat, vous avez 5 secondes chacun pour me dire, à votre avis, comment se sent ce petit garçon? 5 secondes.
4, 3, 2, heureux, heureux, reconnu. Reconnu, bravo Olivia, j'aime bien ce mot. Au top, mission accomplie. Si je demandais aujourd'hui à vos clients, quels que soient vos réseaux, je sais que certains d'entre vous travaillent pour des réseaux, d'autres pour des marques, d'autres sont consultants, de 0 à 10, dans quelle mesure je rends mon client heureux, accompli, reconnu? À l'heure d'Amazon, peut-on faire l'économie de cette reconnaissance, de ce client qui repart chez lui, effectivement, comme le disait Olivia, au top? Parce qu'une des différences qu'on a aujourd'hui dans le commerce physique et le commerce online sont les 5 sens. Les 5 sens, c'est globalement Amazon, qui est une plateforme extraordinaire, ne travaille que sur un seul des 5 sens, sur la vue. Et oui, mais donc sur Internet, il n'y a pas d'odorat, il n'y a pas d'odeur, de goût, et il n'y a pas le toucher, le tact. Donc nous parlons de cette fameuse équation de combien de ventes par mètre carré à une équation nouvelle qui est combien d'expériences par mètre carré. Et nous pourrions évidemment parler pendant des heures et faire des plans de merchandising, des plans d'expérience client sur le sujet. Ce qui m'intéresse avant de rentrer dans les outils, c'est retourner aux basiques. Et les basiques, c'est que faire pour qu'un client qui sort de nos magasins ait le même sourire que ce petit garçon, qu'il ait acheté de la cosmétique, des laitues ou des vêtements. Le chemin que je vous invite à parcourir ce matin, c'est effectivement celui qu'on vient de voir d'abord, l'expérience client. Et je reconnais que je l'ai résumé de manière un petit peu rapide, mais je suis sûr qu'on se comprend, n'est-ce pas? Ensuite, quels sont les 3 neurones du commerce? Qu'est-ce que la neuropsychologie nous a appris depuis globalement 30 ans, depuis qu'on peut faire des IRM, des scanners du cerveau? Et quels sont ces 3 neurones particulièrement importants pour le commerce? Quels sont les best practices omnicanal? C'est-à-dire, dans cette transition omnicanal, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le rôle des people, le rôle des personnes. Et comment est-ce qu'on s'intègre finalement dans ces magasins de plus en plus modernes, omnicanal, Figito, et partager des expériences. De là, parler évidemment du management à distance, de plus en plus important, surtout depuis le confinement, et le management à distance et la vente à distance. Et enfin, je partagerai avec vous des outils du retail coaching qui nous ont aidés à augmenter les résultats en changeant les attitudes. Donc, nous continuons avec le point 2, qui sont donc les 3 neurones du commerce. Qu'est-ce qu'on a appris depuis 1996, depuis qu'on est vraiment capable de rentrer, de confirmer des intuitions que déjà nos grands-mères avaient, mais qui aujourd'hui sont confirmées d'un point de vue neurologique. La première, c'est les neurones miroirs. Excusez-moi. Si je me mets à bâiller, surtout à cette heure-ci, eh bien, je peux vous coller le bâillement, n'est-ce pas? De même que ma boulangère, lorsqu'elle sourit et dit « bonjour », eh bien, elle diffuse une énergie dans le quartier, dans la commune. Et par contre, si elle fait la tête, si elle fait la gueule, comme beaucoup de nos vendeurs malheureusement, eh bien, c'est aussi une diffusion qu'on a. C'est-à-dire que si on faisait un scanner du cerveau de ma boulangère et de mon cerveau, lorsqu'elle me dit « bonjour », les mêmes zones s'activent. Donc, conclusion numéro 1, je suis responsable non pas seulement de mon humeur, mais aussi de l'humeur de mes clients et de mes collaborateurs. Deuxième neurone du commerce, les fuseaux de neurones. Je me convertis à ce à quoi je pense. Si je pense que la vie est vraiment injuste, que le Covid c'est vraiment très compliqué, qu'on ne va jamais s'en sortir, eh bien j'ai raison. Si je pense que j'ai un objectif, que je peux l'atteindre, que je vais tout faire pour l'atteindre, et que de fait, en tout cas, je vais faire des plans pour y aller, eh bien je vais aussi le réussir. Je me convertis à ce à quoi je pense. Et quand un sportif comme Lavillenie visualise une réussite, par exemple un saut à 6,16 m à Donetsk, eh bien le simple fait d'y penser cimente un réseau neuronal qui est le même qu'il va utiliser avec ses muscles pour sauter. Je me convertis à ce à quoi je pense. Une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui vient évidemment de la psychologie positive, du fait d'être capable de créer une vision nouvelle pour son affaire, pour son réseau, qu'on soit petit commerçant ou qu'on soit le patron de 35 000 points de vente comme Zara ou McDonald's. Et enfin, la neuroplasticité. Depuis donc 11 ans, nous avons réalisé comme leader du retail coaching plus de 10 000 sessions individuelles de coaching à des patrons, à des directeurs régionaux, à des directeurs de magasins, à des chefs de caisse. Et quand une personne vous dit « Écoute, Benoît, moi je suis nul en maths, je comprends rien, j'ai toujours été nul », pensez-vous que cette personne est capable de s'améliorer? La neuroplasticité nous dit que oui, qu'on peut tous s'améliorer, quel que soit notre niveau de diplôme, notre sexe, notre âge. Ou encore avec l'orthographe. Beaucoup de gens, on va le voir en plus, plus on va sur l'omnicanalité, plus on a besoin d'échanger, d'écrire. Beaucoup de gens sont frustrés avec ça, complexés. Peut-on s'améliorer? Donc lorsqu'on parle de retail coaching, on parle
reconnaître ces 3 neurones du commerce. La neurone miroir, je suis responsable aussi de l'humeur de mon client. Les fuseaux de neurones, je me convertis à ce que je pense, donc je dois construire une pensée favorable à ce que je veux devenir, et la neuroplasticité. Donc, comment est-ce que cela se matérialise aujourd'hui? Quelles sont les transitions qu'on observe sur certaines marques? Sur ce défi qu'ont beaucoup de réseaux, comment intégrer les outils aujourd'hui et que faire avec les personnes. Évidemment, on a Amazon qui a révolutionné le retail et qui, franchement, a un algorithme extraordinaire. Mais Amazon n'arrive pas une chose que ma boulangère arrive à faire. Ma boulangère arrive à impacter mon estime de moi, ma joie de vivre. Amazon, non. Amazon fait tout le reste extraordinairement bien, même le fait de me reconnaître. On a le Phygital avec, par exemple, un mur interactif, une cliente qui n'a plus besoin de changer à chaque fois pour prendre 5 ou 7 produits. Et ce qui m'intéresse dans notre conversation d'aujourd'hui, c'est le rôle de la vendeuse, de l'experte, de la consultante qui l'accompagne. Quelle conversation? Comment anoblir? Comment justement avoir une conversation positive, productive? Utiliser le digital pour vraiment être encore meilleur au niveau de l'expérience client. Comme le fait très bien par exemple Sephora, avec son virtual artist, avec cette notion par exemple pour une cliente de pouvoir changer son rouge à lèvres, de pouvoir partager avec ses copines sur Facebook les options afin que ses copines elles-mêmes dans la communauté peuvent lui répondre. Phygital. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que le manager accompagne son vendeur à stimuler, accompagner la vendeuse dans cette expérience. On a bien sûr, dans le parcours omnicanal, WeChat par exemple, ou WhatsApp, WeChat en Asie, ou WhatsApp en Europe, qui est en train d'entrer dans l'intimité du client. Et certains commerçants indépendants commencent à avoir d'extraordinaires résultats avec cette notion de construire une relation grâce à WeChat ou WhatsApp. Évidemment, toute la notion de CRM que le vendeur, ce que j'appelle moi le vendeur connecté, ce vendeur qui est la pierre angulaire du parcours omnicanal du client. Comment faire pour qu'il connaisse l'information, pour qu'il ne… Quand on travaille avec SFR par exemple, est-ce que lorsqu'un client vient au magasin, il doit tout répéter sur son expérience historique, ou est-ce qu'un vendeur a l'automatisme de voir qui il est, comment est son foyer, quelles sont les opportunités de vente qu'il a pour lui. On a ici un autre cas. On est toujours dans la partie des benchmarks omnichannel, où on a Club Med, qu'on disait il y a encore 5 ou 10 ans en grande difficulté, qui sont complètement réinventés, par exemple, grâce à la possibilité pour un client qui vient dans une agence de visualiser en 3D la chambre qu'il va avoir, donc de bien comprendre la notion entre une chambre basique et une chambre premium, ou comment est le terrain de golf. Et une expérience qu'on n'a pas sur Internet. Est-ce que vraiment nos magasins proposent une expérience différenciante à ce qu'on peut avoir sur Internet? Vous avez ici chez MediaMarkt, qui est le Darty ou Conforama allemand, ça c'est à Barcelone, une de leurs flagships. On voit que Fede, donc Frédéric, c'est son diminutif, qui est un vendeur, il est passionné de cyclisme, de livres de science-fiction, et il adore découvrir des endroits nouveaux. On est de plus en plus dans un métier de personne, pour les personnes, où les personnalités sont importantes. Et quand on parle de retail coaching, on va vraiment tutoyer cette notion-là, cette notion de ce que chaque vendeur soit capable, justement, d'être mis en valeur, mais aussi responsabilisé. Jusqu'au point, par exemple, de marquer ses préférences. Vous avez ici Pirch aux États-Unis, qui vend des pommes de douche et qui invite les clients à venir en maillot de bain afin d'expérimenter d'un point de vue kinesthésique, d'un point de vue tactile, la pression de l'eau. Vous voyez, avant de choisir entre le 6 et le 8, de vraiment pouvoir l'essayer. Expérience client, expérience sensorielle. Est-ce que mon magasin vraiment me mène à ça? Et puis surtout, est-ce que mon vendeur est capable d'accompagner cette danse avec le client? Vous avez ici l'histoire d'un de mes camarades, Andy Stallman, qui lui aussi vit de donner des conférences dans le monde entier. Et Andy, qui vit comme moi à Madrid, arrive à Bogota après 13 heures de vol. Sur sa table d'hôtel, il trouve ça. Il trouve une bouteille Perrier avec son prénom, Andy. Une bouteille Evian avec son nom de famille, M. Stallman. Et son livre s'appelle On-Off. Donc, ça veut dire qu'il est absolument ébahi. Quelqu'un, au comptoir, a dû être capable, dans un voyage précédent, au moment de prendre son nom, de dire « Ah, mais M. Stallman, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, il a dû expliquer son livre. Ils ont été capables d'avoir un système CRM qui permettait, avant sa prochaine visite, de donner une expérience absolument somptueuse, éblouissante, qui s'est senti obligé de raconter à des milliers de personnes depuis, et je le fais aussi avec vous.
Êtes-vous capable dans vos métiers, que vous travaillez dans des petits magasins ou des commerces familiaux ou dans des réseaux internationaux, de rendre le client unique? L'inverse, eh bien, c'est simple, hein, c'est le Chapter 11, c'est la banqueroute. On voit toutes les difficultés en France, dans le monde de la mode récemment, avec André, avec La Halle. On voit ici Toys R Us qui est en Chapter 11. Moi-même, j'ai travaillé chez Kodak. J'ai piloté les magasins Kodak jusqu'au jour où je suis parti parce que la direction ne comprenait pas le vent de l'histoire. On est tous aujourd'hui, enfin beaucoup d'entreprises peuvent être vite en grande vulnérabilité. Et surtout, on peut galvauder les marques. On peut galvauder. Est-ce que cette personne mérite ce logo? Est-ce que le logo, la marque, l'enseigne, les valeurs de marque que vous avez développées sont bien traduites au niveau de votre point de vente? Voilà, je sais que je vais un petit peu vite, hein, mais c'est une introduction. Okay, et à ce stade, si vous voulez, on peut se prendre 2 ou 3 minutes pour échanger sur les 3 premiers points. L'expérience client, les 3 neurones du commerce et quelques exemples de best practice omnicanal avant de passer donc au management à distance, vente à distance et au retail coaching. Donc, je cesse de partager. Super. Eric, tu n'hésites pas à synthétiser les questions des uns et des autres. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions ou vos interrogations s'il y en a, soit dans la rubrique questions-réponses, soit directement sur le chat que je visualise, que je visionne. On n'a pas de questions pour l'instant. Ou est-ce que vous préférez que je fasse en français maintenant? Ok, ça va, je continue alors. Oui. Je repars, hein, et probablement que ce confinement du 16 mars 2020, évidemment, nous a tous marqués, perturbés. Et je voudrais voir un petit peu avec vous, qu'est-ce qui change en termes de vente à distance, en termes de management à distance? Autant dans la relation vendeur-client que dans la relation manager-équipe. Sachant que dans mon esprit, quand je parle de manager, c'est à la fois le store manager, c'est area manager et c'est country manager. Vous avez ici un exemple, effectivement, qu'on a travaillé aux États-Unis avec Roche-Beaubois. On voit Irina, qui est une vendeuse du magasin Roche-Beaubois de New York, de Madison, qui communique avec sa cliente, qui s'appelle Jody, dans le Minnesota, et qui va réussir à lui vendre pour plus de 30 000 € de meubles sans jamais l'avoir vu en présentiel. Et elle le fait par FaceTime, elle se voit. Jody montre à Irina son intérieur, lui explique quel sofa elle veut avoir, quel coloris. Et Irina, de son côté, vous voyez que Irina est la jeune femme blonde en haut à droite, elle-même va aller montrer son showroom et interagir, échanger par mail, et 30 000 € sans jamais s'être vus et sans jamais avoir placé cette personne, cette cliente, dans l'insécurité de devoir se déplacer à New York pour le showroom. Exemple numéro 1 de vente digitale. Tout à l'heure, Eric parlait de ce livre Retail Coaching, qui est en fait un livre de 2011 que j'ai écrit, qui va être réédité dans 3 semaines, où je donne 4 exemples très précis de vente digitale de ce style qu'on analyse d'un point de vue management. Le management à distance. Vous allez voir, ça va être l'objet de la partie 5 qu'on va voir ensemble, au niveau du retail coaching, cette ritualisation du management avec nos collaborateurs. Que faire lorsque, comme une enseigne que je visitais la semaine dernière, où la direction, je pense entre autres sous la pression des syndicats, a décidé en France, à Paris, de ce que si un archi manager visitait un magasin le jour 1, il ne pouvait pas voir le magasin 2 avant le jour 14, afin d'éviter des contagions. Donc lui qui est habitué à visiter des dizaines de magasins par semaine, un tous les 14 jours. Et on peut avoir notre idée sur si c'est pertinent ou pas. En tout cas, le management à distance devient absolument fondamental. Autant d'un point de vue individuel, donc le coaching individuel à distance, dans cette notion de ritualisation. Et moi, beaucoup des directeurs commerciaux avec qui on travaille se sont rendus compte durant le confinement que cela les aidait. Que la dispersion habituelle qu'ils avaient à parler dans les magasins, finalement, et que c'est quelque chose qui va rester après la période singulière qu'on est en train de vivre. Cette notion d'avoir, par exemple, le lundi, 20 minutes avec chacun de leurs collaborateurs directs, par Zoom ou par Teams. Et le faire de manière, évidemment, pro, c'est ce qu'on va voir juste après. Il y a ensuite la partie collective. Oui, au moment où je vous parle, par exemple, moi, je suis debout. Je suis debout, j'ai un fond, j'essaye de rendre cet échange le plus dynamique possible. Combien d'entre vous ont participé à des réunions visio absolument ennuyeuses?
où tout le monde a envie de s'endormir, où il n'y a pas de participation, c'est probablement aujourd'hui une compétence nécessaire et indispensable pour un manager que de savoir manager à distance. Et quand je dis manager, c'est à la fois manager cerveau droit et cerveau gauche. Manager cerveau gauche, c'est-à-dire les process, les chiffres. Cerveau droit, c'est l'humeur, l'ambiance. Et je laisse là la réflexion. Okay, on pourrait évidemment passer des journées entières à y réfléchir. En tout cas, c'est fondamental aujourd'hui. Ça nécessite des compétences nouvelles. J'étais dans un réseau de mode parisien il y a quelques mois. Et l'un des directeurs me disait, Benoît, il me disait en coaching individuel, je crains de devenir un directeur commercial vieux con. Je m'excuse pour les termes, c'est ce qu'il m'a dit. Un vieux con, ça veut dire j'ai 46 ans, mes store managers ont une moyenne de 32 et mes vendeurs de 25. Je sens que… Bon. Et un jour, il a décidé, au lieu de leur envoyer le mail du lundi matin avec 80 lignes, plein de mots en gras, d'enregistrer sur son téléphone, de s'enregistrer un message du style « Bonjour à tous, aujourd'hui, donc lundi matin, alors félicitations !» Et en 90 secondes, il avait réussi à tout dire sur un message absolument engageant. Donc tout ça, c'est les éléments que moi j'appelle le management à distance. Et si vous le souhaitez dans notre échange, on pourra y revenir. Et donc je viens enfin, donc après cette introduction ou ce déroulé de ce que moi j'appelle pour l'expérience client, et je pense que dans le retail is detail. Et je pense que quand on parle aujourd'hui retail coaching, on doit parler d'abord qu'est-ce qu'on veut que notre client ressente en venant chez nous. Même lorsqu'on a un masque, parce que l'enjeu c'est aussi comment réinventer le sourire de ma boulangère avec un masque. Les 3 neurones du commerce, sentir qu'on a un grand pouvoir. Et on voit trop de regards vitreux parmi nos vendeurs. Et aujourd'hui, c'est un péché mortel. Le regard, à la fin, surtout avec le masque, soit on a du peps dans les yeux, du peps dans la voix, soit c'est fini. Quelles sont les best practices omnicanal, c'est-à-dire quelles sont les applications technologiques d'un point de vue digital qu'on peut demander à nos vendeurs d'accompagner. Et on a aussi beaucoup de réticences quand on parle du click on shopping dans la mode, par exemple. Combien de chaînes aujourd'hui encore ne sont pas trop claires parce qu'on ne sait pas trop si le client vient retirer un produit, est-ce que la commission vient au vendeur ou pas, etc. Et management à distance, qu'on vient de voir. C'est 4 points pour entrer dans le vif du sujet qui est le retail coaching. Retail coaching, ça veut dire reconnaître que 15% de la population active travaille dans le retail. 80% des clients, vous et moi inclus, nous continuons à nous rendre en magasin. Évidemment que même nos parents, même les seniors aujourd'hui ont appris à faire des achats sur Internet. Et pourtant, on continue à passer 2h30 par semaine dans les magasins. Et 100% des actionnaires, évidemment, souhaitent avoir l'EBITDA le plus élevé possible. Et on est là pour ça. On est là pour travailler la productivité omnicanale de nos magasins avec des équipes qui soient avec nous, qui soient engagées. Benoît, je me permets de t'arrêter. On a une question de Christophe qui se pose la question suivante. Oui. Comment véhiculer une émotion, comme la boulangère, l'exemple que tu as pris, avec un masque, un plexi, etc. Comment le rassurer par rapport à la Covid pour le fait d'être physique, digital et malheureusement avec des contraintes sanitaires qui font qu'on ne peut pas… C'est une très bonne question qui est évidemment centrale. Tout le monde y a réfléchi depuis… globalement le mois d'avril-mai. Je pense, Christophe, cela ne s'improvise pas. Moi, je crois beaucoup à l'entraînement. C'est-à-dire que lorsque j'ai un client en Afrique du Sud qui réouvrait ses magasins, on a fait 6 heures de Zoom juste pour dire bonjour. Welcome to our store. This is our hydraulic gel. Cela ne s'improvise pas. On ne peut pas juste envoyer un mémo en disant faut avoir du gel hydroalcoolique, il faut avoir le masque. Cela s'entraîne pour mettre les gens en confiance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout à l'heure, on parlait d'un point de vue non verbal. Évidemment, le sourire est essentiel. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a l'association des sourds et muets qui demande d'avoir des masques transparents. Parce que notre sourire communique beaucoup. Donc, je pense que, l'humeur en général se ressent. Le ton de la voix est un des sous-modalités d'un point de vue PNL, programmation neurolinguistique nécessaire à travailler. Le regard, la posture, parce que là aussi je communique quelque chose, et là quelque chose de différent. Donc c'est autant d'entraînement à travailler. Déjà, un autre point, c'est mettre en confiance. Nous, dans l'entreprise, on est 23. Et moi aussi, j'ai des coachs dans le monde entier qui vont voir des clients. Et la première chose, c'est aussi se sentir en sécurité. Est-ce que le vendeur se sent en sécurité ou est-ce qu'il se sent absolument vulnérable face à l'autre?
Un vendeur a toujours été vulnérable. Un vendeur, le samedi après-midi, quand il y a des queues, se sent vulnérable parfois au stress, à l'impatience, parfois aux insultes, et maintenant à l'hygiène et à la partie sanitaire. Donc là, il y a évidemment des conversations à avoir, des travaux à faire, et je pense que globalement, ça a été fait, la partie sanitaire. Moi, ce qui me manque souvent, c'est l'entraînement et la posture des managers. Est-ce que le manager reconnaît l'émotion, l'émotionnalité du vendeur à ce moment-là? Ok, tu pourras me dire, Christophe, si j'ai répondu à ta question. Okay. Très bien. Mathieu, qui se permet de te rappeler, qui dit, vous avez dit plusieurs fois que les vendeurs sont souvent apathiques. Qu'est-ce qui peut motiver des vendeurs, voire dans le sens, dans leur métier? Pour les motiver, c'est quoi? C'est un gain financier? Voilà. Là encore, Mathieu, c'est évidemment une super question. Et c'est le sens. Hein. Moi-même, j'ai piloté 8000 magasins. J'avais à peine 30 ans. Et j'ai commencé à 16 ans ma carrière dans le commerce. Je vendais des fleurs sur le marché. À 24 ans, je pilotais 13 magasins. Et je crois que j'ai pu commettre toutes les erreurs qu'on peut commettre quand on pilote des magasins. Il y a cette question de quels sont les moteurs, parce que c'est ça la question. Quels sont les moteurs de l'être humain? Quels sont les moteurs d'un vendeur pour faire mieux et plus? Est-ce l'argent? Évidemment. Évidemment que oui. Et ça doit être très clair, le système de commission. Mais vous connaissez tous la pyramide de Maslow, avec les 5 niveaux de besoins. L'argent, finalement, c'est que le premier ou le deuxième échelon. Après, il y a cette notion d'appartenance. Est-ce que je suis fier de mon entreprise? Là, on parle d'expérience employée. Est-ce que je recommanderais mon entreprise à un collègue? Ou est-ce que je me sens maltraité? Et franchement, je connais des dizaines de réseaux où les vendeurs sont maltraités, ou en tout cas n'ont pas la considération nécessaire pour pouvoir vendre mieux. Donc, on ne doit pas prétendre, comme le petit garçon de la baguette, avoir des clients waouh, avec des vendeurs qui eux-mêmes n'ont pas la même relation. C'est ce qu'on appelle, disons, une relation équidistante. C'est être capable de donner parce qu'on a bien reçu. Il y a ensuite cette notion d'épanouissement. Moi, je pense que le métier de la vente, le métier du retail, est un environnement de développement personnel et professionnel. On travaille avec un réseau qui a 8 niveaux hiérarchiques, par exemple. Un grand réseau, un réseau international de mode low cost. La notion de pouvoir grandir, de pouvoir se développer et de pouvoir être fier de ça est aussi une autre motivation. Okay. Okay. Là encore, Mathieu, on pourra approfondir lors de l'échange. Mais en tout cas, autre chose. Certains vendeurs, en tout cas dans certains contextes, et certains pays dans lesquels on travaille beaucoup au Mexique, par exemple, où la part de variable du salaire est très importante par rapport au fixe, qui est dérisoire, comme aux États-Unis. Il faut voir que certaines personnes sont en situation sociale et personnelle proche de la précarité. Donc, c'est une notion à vraiment prendre en compte au niveau du management. Okay. Reconnaître cela. On a parfois des vrais écarts entre les strates managériales et les vendeurs. Okay. Cette notion juste d'avoir l'empathie, et c'est un mot très essentiel. Patein veut dire sentir, empathie, sympathie, apathie, antipathie. Et un vendeur ne veut pas toujours être sympathique, mais empathique, il doit l'être. Et un manager aussi. OK? OK, donc Christophe, tu m'avais dit oui sur la réponse à la question. Oui, Mathieu, si je ne sais pas si ça répond à la question. OK, ça va. Je repars dans le. Donc, je vous rappelle, on a vu un petit peu. Alors, on est rentré dans le vif du sujet maintenant sur des outils concrets pour, en l'occurrence, quelle posture pour qu'une expérience magasin soit au moins aussi bonne qu'en ligne. Et j'insiste sur ce terme, au moins aussi bonne qu'en ligne. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience en ligne, elle est facile. Est-ce que c'est au moins aussi bon? Est-ce que le vendeur en sait au moins autant que le client sur le produit? Est-ce que le manager en sait au moins autant que les clients? Est-ce que le manager en sait au moins autant que le vendeur? Dans un environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu et hyper connecté. Ce patron du réseau de téléphonie me disait la semaine dernière, lorsque nos clients, qui avant étaient invités à rentrer en magasin, font la queue pour rentrer. Sur leur téléphone, ce qu'ils sont en train de voir, c'est la concurrence. Ils sont hyper connectés. Donc, avant même d'avoir vu le vendeur, ils sont sur la concurrence. Est-ce que notre vendeur est au moins aussi bon que lui? Donc, quelle posture pour une expérience magasin au moins aussi bonne qu'en ligne?
Ce qui, moi, m'intéresse et ce que nous, on travaille pour commencer à tenter d'avoir des résultats qui soient rapides, visibles et durables, et la notion pour nous de durable ou de sustainabilité est fondamentale. C'est le savoir-faire, qui est basé sur un savoir-vivre, lui-même basé sur un savoir-être. De quoi nous parlent les gens, à nous les coachs professionnels, lorsqu'on est seul à seul avec quelqu'un qui a 100 heures toute la journée, qui tout à coup se pose? Eh bien, très souvent, d'enjeux de confiance en soi, d'estime de soi. Et quelque part, la vente additionnelle, tout le reste vient de là. Si on fait aujourd'hui, je vais vous poser une question à tous, s'il vous plaît. Pouvez-vous répondre dans le chat, à votre avis, de manière générale? Vous me parlez soit de votre entreprise à vous, soit du marché du retail en France. De 0 à 10, quel est le niveau d'estime de soi des vendeurs que vous rencontrez? 0, ça veut dire que c'est une estime de soi qui est nulle. 10, c'est qu'elle est parfaite. Vous avez 3 secondes pour, s'il vous plaît, dans la partie chat, répondre à cette notion d'estime de soi de nos vendeurs, s'il vous plaît. OK, 5, 8, 6, 6, 4, 5. OK. Parfait. En tout cas, ce que nous, on essaie de travailler quand on parle de retail coaching, c'est la capacité du manager à accompagner le savoir-faire, d'un point de vue merchandising, d'un point de vue technique de vente, d'un point de vue expérience client, le savoir-vivre en termes de relations et le savoir-être qui touche cette notion un peu profonde de l'estime de soi. Et pour ce faire, nous avons, de même que nous avons le NPS, le Net Promoter Score pour les clients, on a aussi le NPS pour les employés. Est-ce que je suis un vrai promoteur de mon entreprise parce que je m'y sens à l'aise, parce que je suis heureux, ou suis-je un détracteur? Donc c'est là qu'on entre dans cette notion de retail coaching. Un retail qui est cette bulle d'1,40 m du commerce, ce moment de vérité. L'int peut faire toutes les communications qu'on veut. À la fin, c'est dans ce mètre 40 devant une gondole ou en magasin que le client décide. Pareil pour McDonald's. Et le coaching, eh bien, je vous rappelle que ce qu'on est en train de voir dans les prochaines minutes, c'est le coaching professionnel qui peut être appliqué au sport de haut niveau, à l'éducation, à l'art, qu'on va ici appeler, ou à la vie personnelle, qui va être ici appliqué au monde du commerce. Le coaching, d'après l'ICF, la International Coach Federation, à laquelle nous adhérons, est une relation professionnelle continue qui aide à obtenir des résultats extraordinaires. Et je vous invite à me challenger dans les diapos suivantes sur ce qu'on appelle extraordinaire dans le monde du retail, notamment dans la France de 2020. Imaginons un instant qu'un 2 janvier, vous vous retrouvez avec vos équipes et vous dites, voilà, l'objectif de vente pour cette année va être de 34% de croissance. Et l'objectif de marge va être de 36% de croissance. Et à votre avis, quelle va être la réaction de vos… Si vous êtes le directeur régional qui réunit ses équipes et vous leur donnez ça, quelle va être la réaction de vos équipes? Vous avez 3 secondes sur le chat pour mettre un mot sur la réaction de vos équipes à ces objectifs de 34% en vente et 36% en marge. Pas possible, Christophe, bien sûr. Infaisable, oui, j'ai peur. Vous êtes fous, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas réalisable, évidemment. On l'a tous entendu, n'est-ce pas? Et moi, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas. Ce que je sais, c'est que tous les jours, devant chez moi, il y a 40 000 personnes qui passent grâce à une zone de chalandise. Et j'en ai 10% qui… alors là, en l'occurrence, c'est pour un centre commercial. 10% qui viennent dans mon centre commercial. J'ai donc 4 000 personnes. J'ai un taux d'attraction dans ma boutique. Donc, excusez-moi, je reprends. J'ai 40 personnes en voiture qui passent devant le centre commercial. 10%, ils viennent. Est-ce possible d'attirer 5% de plus de chalands dans mon centre commercial? Donc, de 4 000, je passe à 4 200 visites dans mon centre commercial par jour. J'ai dans cet exemple-là 4% d'attraction de boutique. Ça veut dire sur les 4 000 personnes qui rentrent dans une galerie Carrefour, par exemple, 4% viendraient dans mon magasin Yves Rocher. Est-ce possible d'augmenter de 5% ce taux d'attraction en boutique et le passer à 4,2? Je passe donc de 160 visites jour à 176. Mon taux de transformation est de 40%. Cela veut dire que sur 100 visiteurs, 40 achètent. Est-ce possible de l'augmenter à 42% et donc de passer de 64 tickets jour à 74? Aujourd'hui, mon prix moyen par article est de 5 €. Donc, si je vends des crèmes, par exemple, dans une boutique de cosmétiques, la moyenne de mes produits vendus est de 5 €. Est-ce possible d'augmenter ce prix moyen de 5% pour arriver à 5,25 €? Mon UPT ou indice de vente ou APT, il y a 10 manières d'appeler cet indicateur et de 3. Cela veut dire que sur 10 tickets, j'ai 30 articles.
est-il possible de le faire passer à 3,3? C'est-à-dire que sur 10 tickets, j'aurai 33 articles. J'aurai 3 des tickets qui auraient une quatrième ligne. Et je vous invite à observer comment est-ce que j'explique cet indicateur, que beaucoup de gens utilisent au quotidien de manière très mécanique, mais très peu de gens sont capables vraiment d'intégrer. Le fait est que 5 fois 3 égale 15, c'est mon panier moyen. Et avec l'effet de ces deux éléments, prix moyen UPT, je suis passé à 17,30 €. Et quand je les multiplie par mon nombre de tickets par jour, eh bien, je passe d'une vente par jour de 960 € à 1284. Aujourd'hui, j'ai une marge brute qui est de 40%. Donc, quand je vends un produit à 10 €, il m'a coûté 4. Est-il possible qu'en moyenne, la marge que je génère passe à 40,8? Et souvent, on me dit, oui, mais les prix, c'est pas nous qui fixons. Oui, mais le mix produit, probablement que oui. En tout cas, sans toucher au nombre de jours travaillés par an, nous arrivons exactement au même résultat. Que s'est-il passé? Pourquoi tout à coup ce qui était impossible, mais t'es fou quoi, devient possible? Je vous laisse là encore 5 secondes pour répondre sur le chat. À votre avis, pourquoi tout à coup c'est devenu possible? Ok, je vous observe sur le chat. La montagne devient pierre. On casse le rocher en petits cailloux. Super. Attraction. On a structuré le raisonnement. Ok, ça me va. D'un point de vue coaching, on parle de prise de conscience. On vient de prendre conscience que c'est possible. Et ça, c'est une vraie compétence managériale. Faire prendre conscience aux gens que c'est possible. Et quand quelqu'un d'intelligent prend conscience, et je vous rappelle que nous sommes tous intelligents, même nos vendeurs en magasin, quelqu'un d'intelligent, quand il prend conscience de quelque chose, derrière, il prend des actions, des décisions. Okay? Je vous donne un exemple pour illustrer ce que moi j'entends par coaching professionnel. Cet exemple vient de ma vie personnelle. Et curieusement, il n'a pas été fait par une coach, mais par ma docteure, mon médecin de famille. Un jour, le 12 juin 2011, je vais le voir et il est en train d'imprimer ma dernière analyse de sang. Il me dit oh, c'est bien, c'est bien. Ah, vous avez un cholestérol très élevé. Je dis oui, je sais, très élevé. Et il m'imprime une autre feuille avec 3 colonnes. Ce qui est bon à manger, ce qui est moyen à manger, ce qui est mauvais à manger. Et dans la colonne mauvais à manger, évidemment, il y a le beurre. Et moi, je suis breton. En tout cas, elle me pose une question. Elle me dit que faites-vous dans la vie? Alors, je suis un peu surpris. En tout cas, elle me regarde en silence. Et je parle ma vie, ma santé, mon travail, le beurre. Ce qui est sûr, c'est qu'après un long moment, je lui dis madame, sur le champ et pour toujours, j'arrête le beurre. Et lorsque je reviens 3 mois plus tard, j'ai vu que mon taux avait effectivement baissé. Prise de conscience, prise d'action, grâce à des documents et à des éléments objectifs, chiffrés. Et d'un point de vue verbal, d'un point de vue neurolinguistique, une question courte de 6 mots ou moins, ouverte. C'est ça qu'on va essayer d'appliquer au quotidien dans le retail coaching. C'est-à-dire faire prendre conscience à nos vendeurs ou à nos store managers que finalement, cette montagne, effectivement, a des rochers et on peut surtout trouver des actions et on pourrait là encore réfléchir, si on avait le temps, à tous les éléments qui permettraient de le faire. En tout cas, nos vendeurs eux-mêmes peuvent le trouver et deviennent finalement acteurs et protagonistes de ce qui se passe. Donc en résumé, nous avons une vente qui est donc nombre de tickets fois ticket moyen. Nombre de tickets, c'est le nombre de visites par conversion. Imaginons un magasin de cosmétiques qui vend 15 000 € par mois. 1000 tickets de 15 €. Et ces 1000 tickets, c'est 10 000 visites à 10% de conversion. Et c'est 15 € de ticket moyen, c'est 10 € de prix moyen par article et 1,50 € d'indice de vente. Lequel des 4 facteurs dois-je activer pour augmenter le plus? Ok? Là encore, je vous laisse à chacun 5 secondes pour répondre sur le chat. Ok? Entre les 4 indicateurs qu'on voit là, lequel des 4, à votre avis, est le plus efficace pour avoir cette vente extraordinaire qu'on est en train de chercher? Hop. Taux de conversion, taux de conversion, taux de conversion, taux de conversion. OK. Merci beaucoup à Oriane, Olivia, Eric, Marois de votre participation. On va voir. Effectivement, si le nombre de visites, déjà, si je suis capable d'attirer les gens, ok, tu as 11 000 personnes au lieu de 10 000. Déjà, effectivement, je peux augmenter de 10%.
Si j'attire toujours mes 10 000 personnes, mais effectivement, j'augmente mon taux de conversion, eh bien là encore, je passe de 15 000 euros à 16 500 €. Oui, mais je peux aussi avoir cette capacité, grâce à des bons vendeurs, à savoir vendre mes produits et donc augmenter mon prix moyen par article à 11 euros. Et si je fais là où je me centre, c'est mon taux d'indice de vente, mon UPT, hein, et je passe de 1,5 à 1,65. Je vous rappelle que 1 veut dire que sur 100 tickets aujourd'hui, j'ai 150 articles, et là, je passe à 165. Donc, j'ai 15 articles de plus tous les 100 tickets. Ce qui est sûr, c'est d'un point de vue arithmétique. La question du coach, c'est évidemment, et qu'est-ce qui se passe si à la longue, je fais tout bien? Eh bien, je suis à plus 46%. Et c'est exactement là l'enjeu où on veut situer notre débat. Et le mettre dans un format qui soit absolument clair, avec le fameux tableau de bord, où chacun puisse se voir, chacun puisse voir en quoi il est fort, en quoi il peut s'améliorer. Et le coaching travaille aussi sur ce en quoi on est bon. Et ça ne suffit pas de dire « il faut vendre plus, hein, oh, t'es nul ». Ça ne suffit pas. Rentrer dans le détail du profil de chacun. Être capable de ritualiser grâce à une méthode, qui est celle du retail coaching. Hein, c'est le cadeau que, grâce à Neoma, grâce à Eric et Marion, je veux partager avec vous aujourd'hui. La méthode aussi simple qu'efficace. Des 6 questions, 26 mots, qui permet, avec un tableau de bord sur la table, de faire prendre conscience à un vendeur ou à un collaborateur et de faire prendre des actions concrètes. Ces questions sont de générer un contexte. La première question, c'est de générer un contexte. On va très vite. Le simple fait de regarder quelqu'un dans les yeux est déjà un contexte. Le coaching, à l'inverse de la psychologie, part de l'instant présent vers l'avenir. Les psychologues et les consultants parlent du passé. En coaching, on parle du présent et de l'avenir. Situation actuelle, où est-ce qu'on en est? Situation idéale, où est-ce qu'on veut arriver? Apprentissage, feedback, comment on va s'y prendre? Plan d'action et suivi. Donc les questions sont les suivantes. 1. Comment ça va? Et attention, cette question est très importante, surtout dans le management à distance et surtout avec la charge émotionnelle qu'ont aujourd'hui nos équipes en magasin. 2. Que penses-tu des résultats? 3. Quel est ton principal défi? Chaque mot ici est extrêmement important. Il y a un travail intellectuel en termes d'ouvrir des portes et de se centrer, en l'occurrence avec le mot principal, qui sont extrêmement importants. Comment pouvez-vous y prendre? À quoi vous engagez-vous exactement? Le mot engagement est fondamental. Et c'est chacun qui fixe ses engagements. De même qu'en football, Mbappé ou Benzema, dans cette conversation avec leur coach individuel, s'engagent à travailler leur efficacité face au but ou leur pourcentage de passe. Autre chose? Voilà, ce modèle nous a permis depuis 11 ans de contribuer à ces résultats à plus 20%, plus 30%, même dans des conditions adverses. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on est en temps. Il y a plus de 250 distinctions dans le monde du coaching. Une distinction, c'est typiquement deux concepts, deux mots mis en parallèle en face de l'autre. Autorité versus autoritarisme. L'autorité tranquillise. L'autoritarisme paralyse. Quel est votre style? Vision versus rêve. Une vision est un rêve auquel on met une date. Est-ce que vos objectifs commerciaux sont des rêves ou des visions? Jugement versus fait. 95% de nos conversations quotidiennes sont des jugements. Oh, c'est un peu lent, t'es nul. Non, quels sont les faits? Quel est le panier moyen? Quelle est la conversion? Empathie versus sympathie. Là encore, test express pour tout le monde. Pouvez-vous me dire entre ces deux mots si un manager ne devait en avoir qu'une seule des deux? Ok? Une seule des deux. Laquelle ce serait? Empathie ou sympathie? Vous avez 5 secondes sur le chat. Si vous devez garder une seule de ces deux compétences, empathie ou sympathie, laquelle garderiez-vous? Un petit quart d'heure avant 14 heures. Ok, merci. Ok, tout le monde répond empathie et je suis d'accord. L'empathie, d'un point de vue intellectuel, est beaucoup plus riche. C'est comme un appareil photoréflexe qui s'adapte à chacun. Et donc, c'est beaucoup plus, ça exige beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche. Et parfois, un manager et un vendeur ne sont pas forcément dans la sympathie. Il y a des moments, mais l'empathie, toujours. Là encore, on pourrait développer le sens de ce mot qui, en coaching, est absolument fondamental. D'ailleurs, un coach ne peut jamais être antipathique. Mais il doit toujours être empathique et parfois sympathique. Engagement versus obligation. Est-ce que quand un chef me dit « Bon alors, l'objectif, c'est 10%. » Je dis « Oui, chef. » Est-ce que ce « Oui, chef »
est vraiment sincère? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est profond? Ce qui serait une obligation. Ou est-ce un engagement? Et la notion de feedback versus critique. Est-ce que quand j'observe une expérience de vente d'un N-3 lors d'une de mes visites qui ne me plaît pas, suis-je capable de générer une conversation inconfortable, positive? Je suis capable de donner du feedback. Une partie de ce que l'on fait vient donc de la programmation neurolinguistique et tout le pouvoir qu'on a grâce au langage et développer un langage nouveau. D'accord, on n'a pas le temps d'approfondir, hein. Mais très souvent, notamment en France, hein, et nous on travaille beaucoup donc, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, dans les pays latins, et en France, on adore critiquer. Et on a une façon de donner le feedback qui n'est pas très sympa, tout simplement, et qui génère beaucoup de rejet, tout simplement. Et authenticité. Il n'y a rien de plus innovant que d'être soi-même, et je pense que l'époque se prête à ça. Avoir des gens qui soient eux-mêmes, évidemment avec des standards non négociables, mais qui soient capables de rayonner et de laisser transparaître leur personnalité. Et je pense en tant que client aujourd'hui, on demande beaucoup ça dans le retail. En résumé, le rôle du coach est de faire passer une personne, quel que soit le domaine, en l'occurrence dans le retail, qui se plaint, oh, il rentre personne, c'est lent, il y a le coronavirus, donc je ne peux rien faire, donc je suis résigné. Donc mes épaules tout à coup sont un peu comme ça, j'ai un grand ressentiment vers le monde entier, je suis une victime. Un environnement, finalement, au lieu de se plaindre, je vais suggérer de pouvoir changer les chaussettes de place pour les mettre près de... Je peux faire ça, les mettre près de la caisse afin de pouvoir augmenter mon UPT de ce mois-ci. Au lieu de rien faire, eh bien, pourquoi ne pas tenter? Au lieu d'être résigné, je vais avoir une sereine ambition. Et j'insiste sur ce mot de sérénité. Sérénité. Il y a deux émotions qu'on cherche à développer dans le retail coaching. Un, c'est la sérénité, et deux, la fierté. Et le ressentiment se convertit en déclaration. Déclaration veut dire que de ma bouche sortent des mots. Et ces mots sont beaucoup plus importants que les tiens, d'un point de vue vendeur. J'imagine que vous avez tous un jour ou l'autre loué une voiture. Est-ce que avant de rendre la voiture, vous l'avez nettoyée? Non, on ne nettoie pas une voiture louée. Par contre, nos voitures à nous, parfois on les nettoie, certains plus que d'autres. Il en est des idées comme des voitures. Les idées à soi, on en prend soin. Les idées à soi, quand elles sont dites par nous, on en prend soin. Par contre, les idées prêtées, par exemple par le chef, on n'en prend pas soin. Donc, c'est toute l'importance de la déclaration. Qu'est-ce que je dis? Donc, comment faire pour un manager pour amener quelqu'un à dire quelque chose qui est dans son intérêt et l'intérêt de l'entreprise, et surtout à devenir responsable. Responsable. Responsibility. L'habilité de répondre, même si ce n'est pas de ma faute, même si c'est la faute du CRM, même si c'est la faute de marketing, c'est moi qui est ici en première ligne. Comment développer cette notion de responsabilité et non pas de victime. Voilà. Et tout ça amené à une danse avec le client où chacune va développer un KPI particulier. C'est là qu'on fait le lien entre l'attitude et le chiffre d'affaires. Okay, donc j'en finis. Vous avez effectivement les deux livres ici qu'a mentionné Eric. Le premier va être relancé dans 3 semaines. Ici, quelques-uns des réseaux dans lesquels nous sommes intervenus. Je crois que sur les personnes qui sont en ligne actuellement, il y en a 6 chez qui nous sommes intervenus. Je crois McDonald's, Carrefour, Lindt. Voilà. Voilà, il est 2h moins 8. On avait promis qu'avant 2h, ce serait terminé. Je vous propose d'ouvrir un échange que ce soit sur le chat ou sur les questions. Et Eric, merci de continuer à synthétiser s'il y a besoin. On a une question qui a été posée par Christophe en cours. Je n'ai pas voulu t'interrompre. Oui. Tu as parlé à un moment de la terminologie VUCA. Oui. Christophe se posait la question qu'est-ce que signifie le A? Voilà. Ambigu. 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 Les choses sont plus claires. On peut avoir des interprétations différentes d'un même sujet. Les choses sont devenues ambiguës. Voilà. Donc VUCA H veut dire volatile, ça change vite. Incertain, uncertain en anglais, incertain, on ne sait pas ce qui va se passer. Complexe, au niveau juridique, au niveau technologique. Ambigu. Et H, c'est hyper connecté. Cet environnement, c'est notamment l'environnement dans lequel nos enfants, pour ma génération, grandissent. Et dans notre style de management doit permettre ça. Une des conséquences, c'est ce qu'on appelle le management par les valeurs, c'est-à-dire
dans cet environnement-là, si on ne contrôle pas tout, alors qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qui nous rassemble? Donc, un des enjeux, là, c'est ce qu'on appelle le management par les valeurs. Quelles sont les valeurs, le socle dans une entreprise? Et est-ce que c'est juste un beau tableau dans le hall d'une entreprise ou est-ce que vraiment on y croit? Et voilà, c'est un des enjeux de cette notion de VUCA. Merci. Alors, on a d'autres remontées sur le fil, sur le chat. Quel est ton point de vue sur les incentives des vendeurs pour les ventes omnicanal? Je pense que c'est important. Déjà, premier point, qu'un client vienne me rendre visite pour retirer un produit est déjà une opportunité de vente. Et ça, c'est un message à faire passer. Je dois remercier d'avoir une visite qui donc alimente mon funnel, point numéro 1. Et ça fait l'objet d'un travail d'éducation et de conviction. 2, j'ai vu de tout en termes d'incentive, mais oui, il est raisonnable de penser qu'une partie du revenu tiré du click and collect doit être rétribuée au moins dans un pourcentage aux vendeurs. Je vois donc comment anime aujourd'hui les boutiques sur un produit aussi délicat que le parfum avec un masque qui se prête aussi peu au digital. Nous, on travaille avec 5 réseaux de parfums où effectivement le sensoriel est important. Alors récemment, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion ma femme est une grande amatrice de thé. J'ai eu l'occasion d'aller acheter du thé avec elle chez un artisan extraordinaire qui a réussi, malgré les masques, à nous faire humer un thé, à nous faire vivre une expérience sensationnelle. C'était en août dernier à Vannes. Donc, j'aurais envie de vous dire de continuer, donc déjà, de rassurer le client d'un point de vue sanitaire, de respecter évidemment les distances, de parfois même surjouer cet environnement qui doit être propre, mais ce que moi j'appelle la danse avec le client, c'est-à-dire cette notion de l'embarquer, de le faire vivre, le storytelling par exemple. Le storytelling, c'est la notion de décrire un produit, de décrire la bruyère, la lavande. Là aussi, c'est une notion où souvent nos vendeurs ne sont pas à la hauteur. Raconter une histoire, par exemple? Raconter une histoire, le storytelling. C'est-à-dire, une chose, c'est faire sentir, autre chose, c'est faire verbaliser. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je me souviens, un jour, on travaillait chez L'Oréal, avec 2000 pharmaciens. Il y a 28 000 pharmaciens en France, 2000 étaient en convention, on faisait un jeu. Où, 2 à 2, ils devaient faire ce jeu-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et l'une a dit, ce parfum évoque pour moi une plage en hiver avec ma grand-mère quand j'étais une petite fille. Et cette phrase extraordinaire. Qui d'autre fait verbaliser cela à un client? Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais pour moi, le parfum, c'est évidemment un métier fascinant. Je crois que dans cette discussion entre Amazon et le commerce physique, clairement, les entreprises de beauté, de parfum doivent rester à l'avant-garde d'un point de vue expérience et juste tenir compte que même avec un masque, on peut en principe quand même sentir un produit. Sophie demande, un vendeur doit-il recevoir des incentives pour un click and collect? Ok, ça c'était vu. Tu as répondu. J'ai un autre point sur Benjamin, par contre, sur la partie question-réponse. Oui. Comment encourager les équipes à partager entre eux leurs best practices? C'est une super question, Benjamin. Merci beaucoup de la poser. Beaucoup d'entreprises sont dans le combien et le quoi. Très peu parlent du comment. Effectivement, quand on parle de best practice, quand on parle de benchmark, excusez-moi, j'ai cette fâcheuse tendance de prendre plein de mots anglais, mais c'est effectivement être capable pour un directeur régional de documenter ce qu'il a fait, quelle était la situation d'avant, qu'est-ce qu'il a fait de manière très simple avec un visuel et quel est le résultat. Et c'est aussi le talent d'un manager de pouvoir mettre autour d'une table et de bien comprendre le mot compétitivité. Souvent, compétitivité, c'est se tirer dans les pattes. Et on sait aujourd'hui que la notion de collaboration, le management collaboratif, ça veut dire soit on gagne tous ensemble, soit on se plante ensemble. Donc, comment encourager les équipes à partager entre eux les best practices? Moi, j'ai travaillé avec un réseau, 3 réseaux que vous connaissez tous, qui appartiennent à un groupe financier.
Et donc, les trois directeurs, on était avec les trois directeurs des réseaux qui avaient effectivement une culture de compétition. Chaque lundi matin, et une culture basée sur une certaine rancune. Et donc, on a fait un travail en 2 mois pour convertir cela en une compétitivité nécessaire et saine grâce à la notion d'échanger aussi sur le comment. Et ça a fonctionné. En 2 mois, on peut faire c'est un changement culturel. Et quand on parle de changement culturel, ça se fait de manière progressive, documentée, avec des moments de fierté quand c'est trouvé. Et c'est un vrai enjeu de management aujourd'hui. Alors, pour faire un parallèle, Mathieu qui pose la question, est-ce que l'employé du jour est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours un concept intéressant? Oui, je peux te répondre, Mathieu, que par exemple, chez McDonald's, qui est un référent dans les années 80-90 sur ce sujet, nous on a travaillé avec eux il y a 2 ans, on l'a remis au goût du jour. Moi, oui, ça me paraît absolument, je veux dire, ça me paraît nécessaire, ça me paraît intéressant. Ce qui est important, c'est les conversations qu'il y a autour de ça. Est-ce que parce qu'on a un employé du jour, tous les autres sont nuls, ou est-ce qu'on est capable d'avoir ce management de manière positive? Mais à mon avis, c'est absolument au goût du jour. Et moi, je crois beaucoup, par exemple, Mystery Shopper. Un directeur général qui pilote 500 magasins reçoit un rapport de Mystery Shopper. Vous avez 80% des magasins qui sont entre 80% et 95%. Vous en avez 10% qui sont là 95% et 10% en dessous de 80%. Quelle est la première chose à faire pour un directeur général? Okay. Est-ce qu'on peut être sûr qu'au moins, si j'ai fait 100%, je vais avoir le coup de fil du directeur général? Très % la réaction très française, et je m'excuse d'être un petit peu radical sur ce point, c'est s'assurer que les 3 d'en bas reçoivent leur dose de remontrance. Évidemment que les 3 d'en bas doivent recevoir une conversation sur le sujet et prendre, grâce à une session de coaching, des engagements. Mais ils sont intelligents. Ils n'ont pas besoin d'être ridiculisés ou d'être montrés du doigt. Par contre, ce duo, oui. Et c'est une vraie méthode de management de savoir aussi féliciter. Et aujourd'hui, ça compte beaucoup. Christophe demande comment construire les budgets avec l'incertitude d'aujourd'hui, comment accompagner les responsables de sites dans la construction des objectifs. Oui. Je pense que déjà, on a quand même un petit peu de recul par rapport à ces premières semaines de reprise. On voit dans certains secteurs qu'il y a eu un vrai phénomène de revanche, c'est-à-dire que tout ce qui est construction, bricolage, maison, où globalement on commence à avoir des tendances pour les prochains mois. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, dans la mode, dans la cosmétique, on vient de l'évoquer. Moi, je crois beaucoup aux objectifs à court terme. Tout ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle la philosophie agile. C'est-à-dire, sincèrement, je ne sais pas ce qui se passera dans 6 mois. Mais en tout cas, pour les 2 prochaines semaines, je pense que je peux contrôler mon budget et dire, voilà. En tout cas, c'est le sens de cette session de 6 questions. Okay. Évidemment, dans un grand groupe, on a besoin de planification stratégique. En tout cas, ce qui ne peut pas se passer, c'est que ce soit imposé d'en haut de manière arbitraire, unilatérale et non concertée. Et peut-on occuper les vendeurs à faire d'autres tâches que la vente, type animer Instagram pendant des heures creuses? Est-ce mal vu? Super question. Et donc, j'ai un chapitre complet dans mon prochain livre. Alors, je ne dis pas ça pour que vous l'achetiez. Sur la question, ce qu'on appelle le vendeur digital. Si vous avez par exemple Xiaoming, qui est la téléphonie chinoise dans leur magasin, ils ont le store manager ou un des vendeurs qui anime le groupe Instagram. Le public de ce type de produit, en tout cas mon fils qui a 15 ans en est fan, c'est bien un vendeur qui a réussi à créer une communauté d'Instagram autour de son magasin. Et mon fils va le rendre visite à peu près toutes les 2 semaines, souvent avec ses économies dans le portefeuille pour les dépenser. Donc, c'est un vrai choix. C'est une question d'une grande importance. C'est un choix d'un point de vue RH. Est-ce qu'on souhaite exposer nos collaborateurs, exposer dans le bon sens du terme, sachant que dans cet environnement hyper connecté, une exposition mal utilisée, par exemple quand les choses ne vont plus bien, peut être évidemment un désavantage. Okay.
Là encore, on pourra en parler pendant des heures, mais ça me paraît en tout cas une question à se poser. Très bien, c'est une question à aborder en fait, oui. Mais pas forcément que tu ne peux pas trancher là, tel quel, suivant les secteurs d'activité. Si moi aujourd'hui j'avais 100 magasins de jardinerie en France et je devais décider pour la prochaine saison, là il y a l'automne, hein, c'est un moment important pour la jardinerie. Est-ce que je vais avoir un Instagram piloté depuis quelqu'un de marketing à Paris ou par David, qui est le responsable animalerie de mon magasin de Vannes? Personnellement, j'irais pour David. Parce qu'il peut créer une vraie communauté locale. Et je pense que la société d'aujourd'hui a besoin de ça. A besoin de réactions locales, de communautés locales. Et c'est extraordinairement rassurant pour un consommateur de sentir qu'une marque internationale est capable de s'ancrer localement. Donc, à la question de Maton, voilà. Voilà mon exemple personnel. Mais je reconnais aussi qu'en fonction de la culture de l'entreprise, en fonction du message à faire passer, on souhaite cibler un petit peu plus cela. Je pense que Apple, par exemple, ne laisserait pas chaque vendeur développer son propre Instagram sur chaque point de vente parce qu'il y a une communication beaucoup plus cadrée. Institutionnel. On assiste à un retour à l'authenticité? Je pense que c'est soit ça, soit Amazon. C'est-à-dire que moi j'ai pas besoin de robots en magasin. Oui. Vous allez chez Starbucks, ils sont gentils de me demander mon prénom. Oui, votre prénom, Benoît. Oui, Benoît. Le problème, c'est que, parfois, c'est pas authentique. On sent que c'est des robots. Et deux, ils n'auront jamais demandé comment on épelle mon prénom. C'est tout bête, hein. Mais en Angleterre, en Espagne, mon prénom est imprononçable. Eh bien, j'attends toujours un Starbucks qui soit capable juste d'avoir ce point d'empathie avec moi. J'ai rien contre Starbucks, hein. Mais je pense que si on parie sur le retail, alors on le fait bien. Et on ne fait pas de l'amateurisme. Et l'authenticité, c'est cette notion effectivement, d'oser la relation. Donc, basée sur les standards non négociables marqués par l'entreprise, où chacun puisse vraiment rayonner à l'autre. Et je pense que notre société a besoin de ça. Notre société a repris goût durant le confinement au supermarché, parce qu'ils ont été en première ligne. Je pense que le commerce de centre-ville, de périphérie, va continuer à exister, avoir de très bons résultats à condition d'avoir des gens ici comme un boulangère. Hein. Et c'est une métaphore, évidemment, la boulangère. Hein, mais c'est cette notion d'authenticité, effectivement, tu l'as bien dit. Je comprends. Alors, on a une autre question. Alors, concernant la partie, comment dirais-je, la réunion, la conférence est enregistrée. Hein, vous la recevrez dans les liens par la suite. Il sera hébergé sur le site de Neoma. Il y a une question encore de Christophe. Est-ce qu'aujourd'hui, le siège national doit-il laisser plus de liberté aux régions? On a une autre question dans la foulée. Il est évident que si j'étais le directeur régional, je dirais oui. Mais c'est là tout le talent stratégique d'un numéro 1, de savoir impliquer, embarquer des équipes, faire respirer des valeurs communes. Et franchement, c'est pas facile. Le monde change tellement vite qu'on a des vendeurs de 25 ans, de 23 ans, très diverses en termes d'origine parfois. Comment finalement être en adéquation entre ce que peut penser un leader et ce que peut finalement faire quelqu'un qui est en première ligne devant le client. Je dirais comme ça spontanément que l'époque pousse à une autonomie accompagnée. Et c'est tout l'enjeu managérial où on se trouve actuellement. Il y a une question de Charles qui demande quel est pour vous en 2020 le retailer leader de l'expérience client. J'en ai beaucoup en tête. Je préférerais ne pas répondre, Charles, à cette question. J'ai plein de... Tu peux peut-être en citer 2 ou 3 si tu... Oui, des gens qui m'ont marqué récemment. Okay, oui, voilà. Apple, Nespresso, les boulangères qui travaillent bien. Je vais prendre un autre exemple. Mon poissonnier, peut-être c'est petit commerce, hein. Mon poissonnier a un groupe WhatsApp de 800 personnes. Tous les vendredis matins à 9h et samedi matin à 9h, je reçois une vidéo de 90 secondes
de mon poissonnier qui, avec l'arrivage du jour, les petites musiques. Ah, ici, on a du thon, et là, on a des dorades, des crevettes, des petites musiques. C'est génial. L'expérience client est celle d'un commerçant traditionnel. Et en plus, il est devenu omnicanal. Donc, sur les 800, je pense que, je ne sais pas, imaginons qu'il y en ait un tiers qui viennent, ou un quart, ça fait 200. Voilà. Et c'est génial. Et je pense que les grands réseaux ont beaucoup à apprendre du petit commerce, et le petit commerce a beaucoup à apprendre des grands réseaux. Donc, je suis désolé, je ne suis pas sûr, Charles, si j'ai répondu à ta question. Évidemment que j'adore Sephora, par exemple. Sephora fait un super job. On a travaillé avec eux aussi. McDonald's, par exemple. McDonald's, pas évident, en 90 secondes, de transmettre quelque chose d'autre qu'un robot qui envoie des hamburgers. Et pourtant, je trouve que ce qu'ils appellent la EOTF, Experience of the Future, en tout cas dans certains points de vente, et vous pouvez voir sur Internet l'expérience Cap Kellen McDonald's à l'hôpital La Paz de Madrid, où on a réussi en 2 mois à convertir un restaurant toxique, toxique d'un point de vue ambiance, un restaurant très hospitalier. Ils ont décidé qu'ils allaient être le restaurant le plus hospitalier du monde. Et le mot hospitalier est important parce qu'il y avait un hôpital juste à côté. Et voilà, c'est juste quelques exemples. Dans le monde du fast-food, il y a quelques bonnes expériences. Donc 2 mois pour basculer, entre guillemets. Moi, avec mon équipe, j'ai besoin de 2 mois pour faire une différence quelque part. Et 2 mois, ça veut dire 3 fois. Jour 1, jour 30, jour 60. Et avec des gens qui prennent des engagements et que je vois en individuel et en collectif. Et en 3 mois, donc en 60 jours, on a des vrais résultats. Et si on se revoit 1 an après, on voit comment ça fertilise. Et je pense que l'époque est à ça. L'époque à mettre les équipes d'aplomb, mettre les équipes, les embarquer dans des projets ambitieux, des projets sincères, connaître le produit beaucoup plus. Là encore, l'amateurisme, c'est fini. Si aujourd'hui j'ai la chance de ce que des clients me rendent visite, est-ce que j'en sais au moins autant qu'eux? Donc là encore, c'est tout un projet, disons, de challenger par la gamification les équipes. Voilà. Je sais que je touche à beaucoup de sujets différents. Et j'espère juste, dans cet échange, transmettre un message positif et optimiste par rapport au marché. J'observe que beaucoup de gens beaucoup de réseaux sont dans une situation très inconfortable, voire démoralisante. Moi, je crois beaucoup au retail. Je crois aux années 20 jusqu'en 2030. Nous, personnellement, on est engagés. On est 23 à faire ça tous les jours. 23 personnes à être coach professionnel dans le retail, dans le monde entier, dans 14 pays. Et moi, je crois beaucoup à l'avenir du retail. Écoute, je pense que c'est le mot de la fin ou il nous reste 5 petites minutes d'ici qu'il soit 14h15. Je voulais remercier, donc je voulais te remercier tout d'abord, ainsi que tous les participants. Remercier Marion aussi qui s'occupe de gérer toute la logistique pour nous, les envois d'emails, les relances, un travail formidable. Merci beaucoup Marion. Et puis vous rappeler que le 30 septembre, donc il y aura la rentrée pour les tribus. Pour ceux qui ont envie de participer comme animateurs, n'hésitez pas. On recrute sans aucun souci. Benoît, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, en fait, je préférais que ce soit nos invités qui l'aient. Vous savez, dans le monde du coaching, le feedback est important. Et je remercie Laurence, Christophe pour leurs impressions. Mais nous aussi, moi aussi, je suis en train de me réinventer parce que nous avions l'habitude donc d'être formateurs en salle, d'être conférenciers en salle. Et de plus en plus, vous voyez, on est habitué à utiliser le Zoom. Donc cela m'intéresse finalement d'avoir vos commentaires ou vos recommandations pour nous améliorer. Je vais partager cette présentation avec notre équipe, dont la moitié parle français. Et donc n'hésitez pas à nous donner des recommandations pour être chaque fois meilleurs, pour accompagner le monde du retail vers son meilleur niveau. Okay. Merci beaucoup Cécile. Une petite question de Christophe. Merci, dans les livres que tu as édités, lequel serait le premier à lire en premier? Écoute, donc moi, dans mon parcours, je vous rappelle que j'ai travaillé jusqu'en fin 2008 comme dirigeant de réseau. Là, j'étais au chômage et j'ai pris 9 mois pour réfléchir, pour devenir coach, devenir master en PNL. Et j'ai commencé avec quelques clients et rapidement, 1 an après, j'ai écrit mon premier livre qui est Retail Coaching. D'accord. C'est celui-là où il y a un petit peu la base conceptuelle de ce qu'on se dit.
Et en 2018, j'ai senti que les choses changeaient, évidemment. Et là, j'ai écrit donc, le vendeur connecté, avec aussi un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu. D'accord. Je rappelle que le premier va être réédité je pense que d'ici 3 semaines, il sera en France, avec 3 chapitres nouveaux. Donc, le livre a 7 chapitres, donc, il y a 3 nouveaux, donc ça fait vers 10. 1, l'ARIA Manager et le management à distance. 2, le vendeur digital. Et 3, la gestion des talents en environnement VUCA-H. Voilà. Très bien. Voilà. Quelqu'un demande si je peux remontrer le couverture de mon livre. Je vais vous faire ça. Hop. Je vais te demander. Alors, attends une seconde. Si tu peux basculer. Comment vous le retrouverez sur le LinkedIn Club Retail. Hop. Voilà. Vous le voyez là? Oui, merci. Donc, tu vois, tu as ici le Retail Coaching et le vendeur connecté. Ok, donc, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Eric. Et puis, beaucoup de succès à tout le Neoma alumni. Et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup.